Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et cette semaine, j'ai le bonheur de recevoir l'auteur Marie-Ève Potvin. Bonjour Marie-Ève, comment ça va? Ça va bien, bonjour, merci de m'accueillir. Ça me fait grand plaisir et j'ai envie de te présenter un peu aux auditeurs. Alors, t'es née du côté de Sherbrooke. Oui. Maintenant, t'habites à Montréal. Oui, exactement. T'as fait un bac en communication, profil, télévision. Oui, en fait, j'ai étudié aussi en journalisme. Là, je mélangeais un peu tout ça. Je me suis fait un peu un programme à ma façon. Fait que j'ai fait du journalisme, de la télévision et de l'environnement à l'UQAM. OK. Et t'as travaillé comme attachée de presse, recherchiste, journaliste? Oui, j'ai travaillé comme attachée de presse dans le domaine littéraire. Après ça, finalement, je me suis enlignée plus en recherche pour différentes émissions comme Deux filles le matin, Star System avec Herbie Moreau, mon Dieu, La petite séduction. J'en ai fait beaucoup. Et est-ce que tu es encore recherchiste? Oui. Là, présentement, je travaille sur un beau show qui s'en vient l'hiver prochain à Télé-Québec pour les jeunes sur les animaux. Ça va être vraiment une super émission. On a bien du fun. Wow! Ouais. Et là, tu as lancé ton tout premier roman, Accro-Malheur, au printemps dernier. Oui, une grosse sortie pour moi. C'est drôle, j'ai accouché de ma petite fille et j'ai eu mon livre la même année. Et comment est venue l'écriture dans ta vie? Est-ce que c'est arrivé très, très tôt? Est-ce que tu savais déjà dès l'enfance que tu voulais être auteur? Je te dirais que je me rappelle précisément quand j'ai appris à lire et à écrire. Ah oui? Je me rappelle très, très jeune d'aimer écrire. Juste le fait de glisser un crayon sur une feuille, j'aimais ça. En 3e année, j'ai remporté un concours de poésie. J'ai toujours adoré écrire. Quand j'étais au secondaire, j'écrivais des romans sur des feuilles lignées que je reliais dans des duotangs, puis les gens, ils se le prêtaient, puis... Est-ce que tu les as gardés? Oui, je les ai dans une boîte à la maison. Wow! C'est des beaux souvenirs! Oui, j'ai vraiment... je sais pas... Je sais que c'est rendu très populaire de vouloir écrire un livre, mais moi, ça a jamais été tant d'écrire un livre que d'écrire, ça faisait partie de ma vie. J'ai toujours écrit des journaux intimes, des lettres quand je partais en voyage. J'aime beaucoup, beaucoup écrire. Ça fait du bien, puis j'en ai comme un besoin en même temps. Encore aujourd'hui, tu écris quotidiennement? Là, c'est sûr qu'avec 2 enfants, je te dirais que les besoins sont relégués au second plan, donc celui d'écrire aussi, mais c'est sûr que j'écris quotidiennement dans mon travail, j'écris beaucoup. J'écris pas nécessairement, mais j'écris dans ma tête. Des fois, j'aimerais pouvoir faire juste print de ma tête, parce que dans ma tête, je suis constamment en train d'écrire. Vraiment, là, je ferme les yeux, puis c'est comme si j'écrivais, je fais ça dans la voiture. J'aimerais pouvoir imprimer tout ce que j'ai écrit dans ma tête, mais ouais, des fois, j'ai juste pas le temps de m'asseoir puis d'écrire avec l'ordi, là. Parlons-en d'Accro-Malheur. Est-ce que tu peux un peu raconter brièvement l'histoire aux auditeurs? Oui, c'est dur pour moi de le raconter. C'est drôle d'essayer de se sortir un peu du récit pour en faire une généralité, mais je pense que c'est l'histoire d'un personnage qui est très malheureuse et ça va pas bien dans sa vie. Et elle décide d'entreprendre des démarches pour être heureuse. Et donc, elle s'en va dans une thérapie de groupe. Et bon, ça fonctionne moyennement, je dirais. Et bon, de péripétie en péripétie, elle tente vraiment tout ce qu'elle peut pour être heureuse. Ça aborde des thèmes quand même assez difficiles, comme le mal de vivre, l'anorexie, perdre son emploi, perdre son chum, mais je le voulais drôle. Je voulais que ça nous fasse du bien de lire ça. Pas que... Parce que, tu sais, moi, quand je vais souper avec mes amis, en fait, on parle toujours de qu'est-ce qui va pas bien dans notre vie, mais on en parle en riant. Puis je pense que la meilleure façon d'être heureux dans la vie, c'est un peu de prendre une distance puis d'essayer d'un peu de rire de soi-même, là. Fait que je voulais que ce livre-là, oui, traite des choses plus difficiles, de la quête du bonheur, je pense qu'on a un peu tous, puis qui est peut-être un petit peu trop intense aujourd'hui, mais en riant, puis en riant un peu de nos travers, voilà. C'est ça, parce que Malika, elle se laisse pas abattre. Non, mais je pense que tu peux pas te laisser abattre dans la vie. Je veux dire, ça va mal. Qu'est-ce que tu veux faire à part si t'abdiques vraiment, puis ça a jamais vraiment été une option. Je trouve ça très triste, les gens qui abdiquent, mais je pense que t'as juste pas le choix de continuer à un moment donné. Fait que oui, ça va pas bien. Elle abdique pas, mais... Ça s'apitoie pas non plus. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont tendance à s'apitoyer dans la vie. Oui, je pense que non, son mécanisme de défense, c'est pas tant l'apitoiement que le bitchage général. Puis de rire. Je pense qu'elle rit autant des autres qu'elle rit d'elle-même, là. Je pense qu'elle peut se le permettre parce qu'elle rit d'elle-même aussi, mais non, effectivement.
Et est-ce que t'es drôle, ou toi, dans la vie? Est-ce que t'aimes ça rire? Non, parce qu'il y a vraiment pour les auditeurs, il y a vraiment un ton très, très humoristique. Moi, je me rappelle en lisant que les avertissements que tu donnes aux lecteurs avant certains chapitres, comme par exemple, à un moment donné, il va y avoir des scènes de sexe, mais t'avertis le lecteur que si on veut pas lire ça, ben, on saute au prochain chapitre. Ben, je te dirais que je suis un peu comme Malika, en ce sens que j'ai tendance à beaucoup me juger. Ce qui fait que les avertissements, c'est un peu un auto-jugement par rapport à moi-même, par rapport à mon écriture. Je me dis, bon, là, je vais écrire une scène. Mais moi, j'aime ça, lire ça. Fait que je me dis, bon, ben, je vais m'excuser. Puis après ça, ben, vous serez avertis. Lisez, c'est votre problème après ça. Mais c'est drôle! Oui, ben, écoute, ma sœur, quand elle l'a lu, elle m'a dit... Coudonc, t'es comme une humoriste en livre. Elle a dit, comment ça se fait? T'es donc bien drôle, puis tout ça. Puis non, je pense que dans la vie, j'aime rire de plus en plus, je te dirais, parce que c'est sûr que c'est inspiré d'une thérapie d'une semaine que j'ai faite, puis on dirait que ça a comme cassé quelque chose en ce sens, OK, il faut arrêter de se prendre au sérieux. Fait que oui, j'ai tendance à essayer de rire, c'est pas toujours facile, là, des fois je suis de mauvaise humeur puis ça me tente pas, là, mais essayer de rire ou de se distancier, puis comme je te dis avec mes amis de filles, c'est ça qu'on fait, parler de sujets, tu sais, lourds ou qui viennent nous chercher ou super émotifs, mais à un moment donné, juste de se niaiser un peu, juste pour faire du bien, là, alléger l'atmosphère. Et ce que j'aimais beaucoup aussi, c'était les collections d'ironie avant chacun des chapitres. Ça, c'est vrai. Toutes les collections d'ironie, ce sont toutes des histoires vraies que j'ai lues dans le journal, que j'ai lues dans des livres qui viennent d'articles. Moi, l'ironie du sort, c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Des fois, comme une fascination morbide un peu, mais oui, j'ai toujours été fascinée par ça. Je me dis, il y a trop... C'est trop porteur de sens pour que ça n'en ait pas un. Puis à la limite, c'est nous qui lui donne. Mais oui, moi, je suis fascinée par les ironies. Tu sais, comme une des histoires ironiques, c'est une fille qui avait acheté un nouveau matelas à sa maman indienne parce qu'elle arrêtait pas de se plaindre de ses maux de dos. Ça, c'est vrai, là, j'ai pris ça dans le journal. Et bon, la mère revient, puis finalement, elle avait caché au-dessus de 100 000 c'était en roupies, là, de billets dans son matelas. Alors, ils ont fait tous les dépotoirs pour tenter de retrouver le matelas. Ils l'ont jamais retrouvé. Ça, je me dis, oh mon Dieu, quelle ironie. Ouais, je trouve que ça habite notre quotidien. Et t'ajoutes ta touche humoristique aussi dans ces collections d'ironie, parce que des fois, il y a des histoires que moi, je me rappelais avoir déjà lues à quelque part, mais t'ajoutes ta dose à toi qui est tellement drôle. Oui, ben en fait, j'ajoute un peu ma lecture de cette ironie-là du quotidien que j'ai lu. Comme je te dis, moi, c'est quelque chose qui me fascine, puis je me dis tout le temps, tu sais, comme une des histoires, c'est le jeune homme qui, là, je vais pas toutes les dire, mais une des histoires, c'est le jeune homme qui revient de faire du jogging, ou tu sais, qui s'entraîne beaucoup, qui a des jeunes enfants, puis qui meurt terrassé par une crise cardiaque. C'est vrai, je trouve ça, je me dis, hey, la vie est tellement courte, là, tu sais, malgré toutes les précautions, j'ai une prédilection pour ces ironies-là, là, malgré toutes les précautions que tu prends, comme l'argent dans le matelas, de t'entraîner pour être en forme, pour prendre soin de ton corps, ou je me dis, ou l'émondeur qui meurt blessé d'un accident de travail alors qu'il portait toutes ses affaires de protection. Je me dis, ben ouais, shit happens, alors la vie est courte, faut essayer d'en profiter, parce que malgré toutes les précautions qu'on va prendre pour se protéger de la vie, elle va toujours trouver un moyen de te rentrer dedans, fait que... Mais t'aimerais pas ça en faire un recueil de plein de collections d'ironie comme ça? J'y ai pensé. Je les ai mises dans le livre parce que je trouvais que ça ajoutait à la lecture du personnage, à la lecture des chapitres. Je trouve que l'ironie, elle a comme des petites morales, tu sais, qui... Juste par les événements, ça te donne une morale, tu te dis... tu n'as pas le choix d'avoir une réflexion sur ces événements vrais-là. Oui, j'ai eu le goût d'en faire un recueil. Je te dirais que j'ai un recueil à la maison. Moi, je m'en fais un recueil, oui. Parce que c'est ça, quand t'en vois une, tu l'inscris dans ton cahier, dans le fond? Oui, je les retiens. Je sais pas, ça me marque, comme je te dis. Moi, je lis le journal. N'importe qui me raconte une histoire, l'ironie va toujours venir me chercher, puis je vais m'en rappeler. Ça me marque. Je sais pas c'est quoi mon attrait pour ça, mais ouais. Revenons à Accro-Malheur. Oui. La thérapie, c'est important pour toi d'en parler dans ce premier roman-là?
Oui, je pense qu'un premier roman, tu sais, je m'en cacherai pas. Un premier roman, c'est pour faire la paix avec ton passé, tes démons. Là, je suis un cliché. Alors, c'est ce que j'ai fait. Oui, la thérapie, ça fait partie de ma vie. Je pense que ça fait partie de la vie de plus en plus de gens. Je pense pas, en tout cas, s'il fallait, écoute, je le sais pas, mais moi, je m'en cache pas. Peut-être que je devrais, mais non, je m'en cache pas. J'en ai fait beaucoup. Donc, oui, ça m'habite et je trouvais ça important que le personnage fasse cette démarche-là parce que dans tous les gens que je côtoie ont fait cette démarche-là, puis on dirait que dans cette période d'âge-là, ça nous habite vraiment. Puis comme je te disais, la quête du bonheur, je pense que c'est un sujet vraiment actuel. Je connais personne qui veut pas comme être heureux, mais tu sais, comme si c'était... tu rêves de performer, tu veux avoir une bonne job, un gros char, puis tu veux être heureux. Mais tu sais, être heureux, ça, c'est pas comme... On n'a pas de contrôle toujours là-dessus. Non seulement on n'a pas le contrôle des éléments extérieurs, mais c'est que c'est pas un élément de performance. Moi, c'est ça que je me rends compte. Tu sais, je compare ça à un repas, mettons, là, c'est un peu ironique parce qu'encore une fois, je parle d'anorexie dans le livre, mais... Le bonheur, pour moi, en tout cas, c'est pas là comme un gâteau au triple chocolat avec de la crème fouettée puis des fraises. Puis pour moi, le bonheur, c'est un avocat. C'est bon, mais tu sais, il faut que tu l'agrémentes un petit peu de quelque chose parce que sinon, c'est un peu... un peu fade. Oui, c'est ça, un petit peu fade. Il faut que tu mettes un peu de jus de citron, puis ça, c'est les petites affaires qui t'arrivent dans ta vie que tu rajoutes un peu pour pimenter. Mais pour moi, le bonheur, je me rends compte que c'est pas quelque chose qui se fait dans la performance. Au contraire, c'est comme dans la non-action. Fait que c'est difficile d'apprendre à être heureux. Fait que c'est pour ça que je voulais parler de thérapie aussi parce que quand j'ai fait ma semaine de thérapie, tout ce qui est dans le livre par rapport à la semaine de thérapie, pas tout, là, il y a certains éléments qui sont un peu romancés, mais je veux dire, en gros, là, les gros malaises, là, c'est toutes des histoires vraies. les affaires que tu dis, ah non, ça n'a pas de bon sens, c'est vrai. Fait que je trouvais, ça m'a tellement marqué en thérapie que je me dis, aïe, je suis comme Elizabeth Gilbert, mais tu sais, cheap, à Laval, dans une thérapie poche, qui marche pas. Je me disais, c'est sûr que ça m'a inspiré pour le roman. Et le personnage principal rêve d'avoir l'illumination que tout le monde en thérapie et finalement elle l'a pas. Non, c'est ça parce que tu sais j'écoute Oprah, comme je te dis, j'ai lu Elizabeth Gilbert, c'est des livres que j'aime beaucoup puis je me disais là en allant en thérapie, moi j'étais motivée puis j'ai donné cette espèce de motivation là à mon personnage justement puis Malika elle veut être heureuse puis elle dit crime, je vais payer cher puis je vais prendre congé puis je vais l'avoir, c'est ça que je te disais, c'est vraiment dans la performance d'apprendre le bonheur puis finalement mais ça marche pas bien. Finalement, c'est comme si elle se faisait une off-thérapie puis que c'est plus ça qui fonctionnait. Mais est-ce que toi, tu l'as eu, l'illumination? En thérapie, j'ai appris à aimer la toune à la longue, mais pas pendant la semaine. Ça a été comme plus tard, je l'ai comme fini par l'aimer. J'ai eu Pas pendant la semaine, non. Je l'ai eu après parce que je me suis fait des bonnes amies, parce que j'ai comme digéré qu'est-ce que j'avais vécu, mais je peux pas dire qu'en thérapie, là, j'étais comme justement Elizabeth Gilbert ou Oprah, ou non, j'ai pas eu de ha-ha moment. Marie-Ève, si tu me permets, on s'arrête et on se reparle dans les prochains instants, encore une fois, d'Acro Malheur.